Bienvenue dans Inside the Track, le talk show mensuel sur l'actualité de la F1, mais également bienvenue sur F1 Insight. Si c'est la première fois que vous voyez le média, j'espère que le contenu et l'émission vous plaira aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour donner de la force au projet, à le liker comme vous le faites peut-être déjà sur TikTok et Instagram. Tous les liens sont dans la description. La pub est maintenant finie et on passe à la présentation des invités. Je me tourne déjà vers toi, Tessa. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va super, merci. Qu'as-tu pensé de la saison de F1, la 2025 ? J'ai pensé que c'était relativement une bonne saison. Il y a eu pas mal de batailles, notamment pour le championnat, donc ça c'était cool. Et est-ce que tu es content du résultat ? Oui, moi le résultat me va. Étant supportrice McLaren, ça me va. C'était une bonne saison pour nous. Mais après, le reste de la saison était aussi bonne pour toutes les autres équipes en soi. Je pense pour Noémie, c'est pareil. Plutôt. T'es content du titre de Norris Contente, c'était une bonne saison. Après, on savait déjà un petit peu dès le début comment ça allait se passer, mais c'était pas pour me déplaire non plus. Donc plutôt contente. De l'autre côté, on a tout sauf des supporters de McLaren, à commencer par Corto. Ouais, en vrai, saison cool à suivre parce qu'il y avait enfin un peu le retour des batailles, même parfois inespérées avec Verstappen, où on s'attendait pas à le revoir aussi haut. Et puis par contre, en tant que supporter Ferrari, forcément déçu, quoi. Pas de victoire, c'est long comme saison. Peut-être en 2026, on sait pas. Peut-être. Et tiens, tu parles de Verstappen parce que je crois qu'on a quelqu'un qui l'apprécie énormément. Max mon chouchou, hein. Et c'est mon chouchou. On y a cru dur comme fer jusqu'à la dernière course pour le titre. Mais bon, malheureusement, Lando Norris a été meilleur sur celle-là. Mais bon, 2026, on espère de meilleures résolutions, on va dire. On verra ce que ça donne, hein, écoute. Je pense qu'on va commencer par parler de cette saison 2025. Et commencer par, du coup, vous avez vu que vous avez des ardoises et on va répondre à quelques questions. À commencer par, qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette saison ? Une saison qui a été disputée de bout en bout, même si on pensait qu'à la mi-saison, ça allait être peut-être plus Oscar Piastri qui allait remporter ce championnat. Au final, ça a été son coéquipier. Pas mal. Tiens, on va commencer par Noémie. Pour toi, quel est le moment que tu as choisi ? Moi, j'ai mis découvrir les rookies. J'ai trouvé que c'était assez bien. On a eu un nombre de rookies plus important que les saisons précédentes. Et globalement, ils avaient un bon niveau. Ça a été agréable de les découvrir. On a vu Antonelli qui a déjà, dès le premier Grand Prix, a eu, je crois, une 4e place. Ouais. Donc déjà, qu'il s'était bien placé. Il a réussi à faire un podium. Pareil pour Isaac Hadjar. Moi, j'ai trouvé que c'était une saison plutôt agréable à regarder par rapport aux rookies. Ils avaient plutôt un bon niveau. C'est qui tu mettrais qui comme meilleur rookie ? Moi, je pense que je mettrais Hadjar. Au regard de sa saison, il a quand même réussi à avoir des résultats assez stables. Et quand même, au bout d'une saison en F1, être promu chez Red Bull, je pense que c'est déjà une marque Sacrée de performance. son talent. Voilà. Et si peut-être le moins bon, selon toi ? Bortoleto, il a montré des choses qui étaient quand même assez intéressantes. Et après, si on prend en regard de toute la saison, on voit qu'Antonelli, au départ de la saison, il avait des très bons résultats. Après, il a enchaîné quelques erreurs, notamment avec Charles Leclerc, avec Max Verstappen. Après, je pense pas qu'il y avait franchement un rookie qui était décevant. Je pense que globalement, ils avaient eu un bon niveau. Est-ce qu'on peut peut-être mettre Colapinto dans cette catégorie de rookie, vu qu'il avait peu de... Il avait quelques Grands Prix, ouais. Je pense qu'il a quand même montré des choses. Ça sera pas le meilleur rookie. Il a quand même montré des performances. Corto. Alors moi j'ai mis Bortoleto, je t'aime déjà, et ce que j'ai apprécié c'est le retour de Max dans la lutte pour le championnat constructeur. Pourquoi Bortoleto, je t'aime déjà ? Parce que j'aime trop le pilote, j'aime beaucoup trop sa vibe, et c'est vrai que c'est pas pour faire le hipster, mais je trouve qu'on parlait beaucoup cette saison, et à raison, mais d'Antonelli, de Hadjar, et du coup ça a éclipsé un peu celui qui était le champion de F2, et qui est arrivé avec une pression pas tant sur la médiatisation, mais plus sur les résultats, parce que c'est celui qui avait le plus prouvé jusque-là. Et je trouve qu'il s'en est plutôt pas mal sorti dans une voiture qui n'était pas si performante que ça. C'est ça qu'il faut prendre aussi en compte, c'est que Bortoleto, il est dans une kick et c'est pas forcément facile. Et puis, il a quand même fini devant en qualification contre Hülkenberg, donc c'est ça, une sacrée performance. Battre un pilote d'expérience comme ça dès sa première saison, faut le faire.
Surtout quand en plus on sait que Hülkenberg a eu sa première victoire, son premier podium pardon, cette saison. Donc voilà, et puis sinon le retour de Max dans la lutte parce que on n'attendait pas avec la surdomination de McLaren, on n'attendait pas à ce que ça arrive et finalement même avec 100 points de retard, il les a fait douter jusqu'au bout, c'est pas passé loin et je pense que ça continuera de pas passer loin quelles que soient les voitures vu le talent du pilote. C'est vrai qu'il a manqué de rien du tout pour avoir un 5e titre de Verstappen, mais du coup, je crois que t'es plutôt content de voir un titre de Norris, quoi. Mais Plutôt, quelle réponse, qu'est-ce que tu as apprécié dans cette saison? Alors du coup, moi j'ai marqué la bataille pour le championnat aussi, parce que je rejoins assez Corto dans le fait que le retour de Max, c'était déjà, personnellement, moi je l'avais pas vu venir. C'est vrai que la gestion de McLaren, elle n'a pas été très bonne sur le championnat pilote, parce que je suis ok qu'il faut laisser les pilotes jouer et voir qui est le meilleur, mais à un moment donné, je pense qu'il faut prendre une position et dire qui est le premier pilote. Et là, ils l'ont pas fait, donc ça a laissé de la place pour Max de revenir. Après, je trouve que du coup, en fait, c'est d'un côté bon pour nous spectateurs parce que ça nous a laissé dans le suspense jusqu'à la dernière course, jusqu'au dernier tour, au dernier virage. mais du coup, pour moi, le meilleur truc de la saison, c'était la bataille pour le championnat, quoi. Elle a été géniale cette année. C'est vrai que c'est passé à rien du tout parce que quand on regarde, on a le Grand Prix du Qatar l'avant-dernier, il y a cette erreur de stratégie et puis là on se dit mais tout est relancé. Oui. Puis là au Grand Prix d'Abu Dhabi, si on ne sait pas avec Leclerc, il aurait pu se passer des trucs, il aurait pu prendre la 3e place à Norris et là ça changeait tout le scénario et Verstappen était champion. Et toi Enzo? Bon, on rejoint un peu les idées de Tessa et Corto. Moi, je veux dire la compétitivité de Max face au McLaren. On a vu un Max qui était en difficulté pendant cette saison, mais il a réussi à remonter la Porsche. Et comme l'a dit Tessa, on l'a vu jusqu'au dernier virage, il s'est battu. Donc il était tout seul face à deux voitures quand même. Quand on voit le classement final avec les autres voitures qui ont un grand écart de points quand même. Donc quand on voit Max qui s'est battu, c'est complètement formidable. Et ça a ajouté du spectacle, on va dire, pour nous les spectateurs de F1. Est-ce que tu penses que Verstappen a peut-être fait des erreurs qui lui ont coûté ce titre? Et si oui, lesquelles? Alors, une erreur en tête, j'ai pas tellement d'erreurs en tête. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent à Barcelone où il y a le contact avec George Russell qui coûte sûrement les points. Après, on connaît Max, il garde cette compétitivité, il garde un rythme assez agressif sur les autres voitures. Donc, ça fait partir de l'une de ses erreurs maintenant, puisqu'il devait acquérir beaucoup d'expérience. Mais ça fait partie de l'une de ses plus grosses erreurs, je pense. Mais bon, il a réussi de peu à retenir la barre, on va dire. Donc, c'est ça, quand même 100 points à remonter, c'est une sacrée performance. Face à une écurie entière, c'était quand même chaud de le faire. Et voilà, il a quand même réussi un petit exploit, on va dire. Mais bon, félicitations à McLaren cette saison qui ont quand même assez assuré, on va dire. Tiens, on va parler maintenant de qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié dans cette saison. Je pense que pour certains, il y a des réponses qui vont venir. Les papaya rules. Tiens, Corto, pourquoi les papaya rules? Parce que je trouve que c'est un concept qui est horrible dans le sens où dans toutes les écuries, sauf une visiblement, il y avait un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2 et c'était bien défini au début de la saison. Et là, ils ont décidé de ne pas mettre de hiérarchie pour ne pas en blesser un dès le début de la saison. Et je trouve que ça a plus fait du mal à l'écurie qu'autre chose, dans le sens où, et même aux spectateurs de Formule 1, parce qu'au final, on regardait des grands prix où on avait deux voitures devant, sauf qu'en fait, il n'y avait pas de bataille, ça se touchait pas, ça se frôlait pas, c'était long, et moi, j'ai pas été heureux de le voir, mais l'accrochage au Canada, où Norris finit dans le mur, en fait, j'étais là, enfin un contact, enfin quelque chose, parce que c'était devenu stérile, quoi. Ça devient ennuyant. Les débats, ils étaient longs. On savait qu'il y avait 1 et 2, c'était Piastri, Norris, quel que soit l'ordre, mais il n'y avait pas de réelle bataille entre les deux, et j'ai trouvé ça dommage, quoi. Toi, tu aurais aimé qu'il y ait un numéro 1, imaginons, dès le retour de la pause estivale? Ouais,
Entre guillemets, on revient au retour de la pause, Piastri est devant. J'aurais aimé qu'à la mi-saison, on choisisse en fonction de celui qui est premier. Bon, bah, ce sera lui qui ira au titre et puis l'autre l'aidera. Et au final, la décision, elle est arrivée hyper tard, voire elle est presque même pas arrivée quand on entend les discours de Zak Brown, quoi. Donc, ouais, je trouve ça dommage. Et est-ce que après, le fait de donner des chances égales à chaque pilote, c'est pas quand même au final la meilleure chose à faire? Tu te mets des risques, là on l'a vu jusqu'à la fin avec Verstappen, mais au final, est-ce que c'est pas la meilleure chose à faire? Parce qu'on a vu par le passé, il n'y avait pas forcément de deux pilotes numéro 1 chez Mercedes ou chez Red Bull, mais là quand tu as deux pilotes du même niveau, c'est peut-être plus compliqué de dire ok, toi t'es numéro 1 et toi t'es numéro 2, non? C'est peut-être ça aussi qui joue. Bah, ça a joué forcément, mais je pense que pour la sérénité de l'équipe, là en fait le truc c'est que dès que les voitures se rapprochaient, comme c'était pas prévu dans leur plan, tu voyais toute l'équipe qui paniquait, ils savaient pas quoi faire et je trouve que c'est dommage parce que bah ouais, ça enlève beaucoup de spectacle et je pense que c'est pas nuire, ouais, comme je disais, la hiérarchie elle avait été claire et déjà notée sur toutes les autres écuries. Et ouais, de voir l'équipe qui en plus va faire la course en tête pendant tout le championnat et ne va même pas être rattrapée au classement constructeur surtout, mais ne va même pas être rattrapée par qui que ce soit. Je trouve ça dommage qu'en interne il n'y ait pas eu de spectacle, quoi. Et puis les chances égales, elles sont données par la voiture qui est la même pour les deux pilotes. C'est vrai. Et toi, Enzo Comme moment, qu'est-ce que je n'ai pas apprécié dans la saison? Je dirais plutôt le manque de compétitivité, d'efficacité, on va dire, des grosses écuries. Je pense surtout à Mercedes ou encore Ferrari, qui sont des grandes écuries. Normalement, on doit les voir dans le top 3. Voilà, pas aussi loin des 3 qu'on a là aujourd'hui pour la dernière saison. Mais je me penche surtout sur Mercedes, puisque quand tu étais un peu numéro 1 mondial de l'écurie sur les dernières années, et que là, voilà, même s'ils ont un rookie dans cette saison, remplacer Lewis Hamilton, c'est vrai que c'était un peu assez difficile à faire. Donc les voir aussi loin, ça fait un peu de peine. Et il y a aussi Charles Leclerc, mais Charles Leclerc, j'y reviendrai plus tard sur lui. J'ai des choses à dire sur lui, mais bon, mais bon, moi, je vais dire ouais, un peu le manque des grosses écuries comme Mercedes et Ferrari pour vraiment titiller McLaren un peu, qui était trop dans un confort pour moi dans cette saison. Après, quand on regarde bien sur les dernières années de réglementation, on n'a pas forcément toujours eu autant d'écuries aussi proches. Si on regarde en 2021, c'était Mercedes et Red Bull qui se bataillaient. Ouais, c'est toujours deux écuries qui se battent et tout. Donc, mais là, les voir pas autant en déclin, mais les voir autant en difficulté, pour moi, ça fait un peu de peine quand on connaît un peu l'historique de la franchise. Après, il faut voir avec Mercedes parce qu'on a vu qu'ils sont beaucoup impliqués pour 2026. Donc ça se trouve, peut-être que ça va payer. Ouais, on espère. Mais ouais, histoire à suivre. Tessa? Moi, en déception de la saison, j'ai mis Alpine parce que, en fait, ça m'énerve un peu que les écuries elles fassent ça. Elles sont plusieurs, il n'y a pas que Alpine, hein, mais qui, au départ de la saison, se rendent compte que la voiture va pas être compétitive. Du coup, ils vont se dire bon, bah, on fait pas d'amélioration et on verra pour l'année prochaine. Moi, ça, c'est un sujet qui m'énerve assez parce que, en fait, le championnat, il est jamais vraiment joué. Il y a toujours 1 ou 2 places à gagner ou à perdre, en fonction. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas d'amélioration, en fait, de fait pendant la saison. Donc déjà, ça, c'est un point qui m'a assez déçu cette année avec Alpine. Et puis même leur changement de pilote tous les 5 matins, c'est un peu chiant, quoi. Enfin, faut suivre. Ouais. Et en fait, ils font comme ils essayent de reproduire un peu l'efficacité Red Bull. Si t'es pas performant, tu t'en vas. Sauf que la voiture n'est pas performante, donc le pilote ne peut pas l'être. Et du coup, ça donne pas de chance au pilote. Donc je trouve ça vraiment dommage. On va en parler tout à l'heure, mais ouais, c'est vrai que Douane, justement, Jacques Douane n'a pas eu autant de chance que Colapinto en a eu. Donc, et puis on a vu que ça a cassé quand même le moral de. Colapinto n'a pas pu le voir s'exprimer. Il n'a pas eu de voiture adéquate. Et certes, 0 points sur une saison, c'est compliqué, mais c'est vrai que la voiture joue beaucoup. Bah oui, bien sûr. Et puis, c'est vrai qu'il faut quand même applaudir Gasly qui a quand même réussi à marquer une 20aine de points avec une voiture qui
qui a eu zéro développement. Mais de toute façon, Alpine, je crois qu'on va en parler juste après. Noémie, quel est le moment que tu n'as pas apprécié? Moi, je suis revenue un peu sur le manque de suspense par rapport. Je suis un peu déçue par rapport à ça, parce que j'ai quand même une impression que dès le début de la saison, on savait déjà à peu près ce qui allait se passer, même s'il y a eu la remontée de Max après la trêve estivale. On savait globalement que ça se jouerait entre les deux pilotes McLaren. Je crois que c'est à Singapour qu'ils ont été sacrés champions constructeurs. Ouais. Donc ça arrive quand même plus tôt que certaines années. Donc voilà, moi je reste un peu sur ma faim par rapport à ça. On a eu de la bataille en piste, mais c'était quand même assez joué pour le championnat dès le début. Totalement compréhensible. Maintenant, on va passer au moment marquant de la saison. Donc, quel est votre moment préféré? C'est vrai qu'on a eu une saison 2025 quand même. On savait dès le début que ça allait être McLaren, mais il y a quand même eu pas mal de surprises. Je pense à notamment les podiums d'Isla Kadjar ou même de Hülkenberg à Silverstone. Donc, c'était quand même pas trop mal. C'était ça? Moi, mon meilleur moment de la saison, sans surprise, ça va être Norris champion du monde. Voilà, c'est quelque chose qu'on attendait, que personnellement j'attendais. Et que du coup, en fait, avec la saison, il y a eu des moments oui, des moments non, on ne savait pas trop. Surtout qu'il y a quand même une partie de la saison où il y a eu quand même un bon déclin de Norris dans ses performances. Donc là, à la fin, il a réussi à remonter. Il est enfin champion du monde. Donc moi, personnellement, c'était mon meilleur moment. On a discuté un peu tout à l'heure avec Corto. Et justement, qu'est-ce que tu en penses de ce titre de Norris? Que tu as un peu de la déception Non, parce que c'est un pilote qui est très talentueux, bien que sur le niveau caractère, je suis parfois pas fan de lui. Mais oui, le titre, je pense qu'il le mérite. C'est celui qui a été le plus régulier, même si la voiture joue forcément là-dedans. Mais oui, Norris mérite son titre. Puis de voir les émotions à la fin du Grand Prix, quand il revoit ses parents, toute son écurie, toute son équipe. Forcément ça te fait juste te taire et puis apprécier le moment parce que c'est toujours beau et puis c'est son premier titre. J'espère pour les autres pilotes que ce sera le dernier parce que il y en a qui n'ont toujours pas gagné, mais oui, non, il le mérite amplement et je suis content pour lui, même si je l'ai longtemps critiqué, on va dire. Quel est ton moment marquant de la saison Moi j'ai mis Hadjar podium parce que c'était quand même vachement inattendu. Pour être très chauvin, c'était fou. C'était fou. C'est le plus jeune pilote français à monter sur un podium. De faire ça avec, du coup, on en parlait tout à l'heure quand je disais que j'adorais Bortoleto, mais en fait, c'est le truc où lui, il est arrivé, il avait toute une pression médiatique du fait que c'est le petit de la famille Red Bull, que voilà, il arrive. C'est ça. Il faut performer, sinon ça va te tacler après tous les Grands Prix. Et la pression, il l'a pas senti, j'ai l'impression, à part sur le premier Grand Prix où ça s'arrête très vite, mais sa saison elle est folle et puis son podium c'est la consécration parce que il arrive, qu'il tient bon, que même sa qualif elle est exceptionnelle et non, franchement c'est ça. Le podium est figé et puis d'un coup cette panne, cet abandon de Norris qui remet tout en jeu et totalement pour toi Enzo, quel est le moment, ton moment marquant de la saison? À titre personnel, je vais mettre forcément le Grand Prix d'Abu Dhabi. Dernier Grand Prix. Moi, mon papa, il était présent à Abu Dhabi pour voir la course. Je l'avais en FaceTime et tout pendant. Et j'étais en train de faire les rêves. Je faisais des rêves. Max, il allait réussir, il allait le faire. Inattendu. Pour moi, la hype, elle a jamais été aussi grande pour moi. Et pendant la course, j'étais en sueur et tout. Je voulais tellement qu'il remporte ce titre. Et bon, malheureusement. Puis là, quand tu as vu l'incident Norris-Tsunoda, tu t'es dit, ok, c'est peut-être le moment. Laisse tomber, j'étais là derrière la télé et tout. Et voilà, ça c'est malheureusement, ça c'est pas fini comme je le voulais, mais ça montre vraiment le bel état d'esprit de Max quand même. Et que des bonnes choses pour 2026 on lui souhaite. Voilà, si tu vois cette vidéo, Max. Et pour toi, Noémie? Moi, j'ai parlé de la remontée de Max après la trêve estivale, parce que quand même, c'est ce qui a un peu relancé le championnat. Je pense que personne ne s'attendait à le voir remonter, mais comme on l'a dit avant, on ne s'attendait pas à le voir remonter à ce point-là et à finir à 2 points de Lando
à la fin de la saison. Donc je pense que ça a été un tournant qui a été intéressant et qui a permis de relancer un peu la deuxième partie de saison. Maintenant, on va passer au pilote de la saison. Bon, je pense il y a certaines réponses, on les connaît déjà, mais ouais, quel est votre pilote de la saison 2025 ? Ouais, je vois déjà Enzo écrire, j'ai compris direct. Bastien Enzo. Bah, on va commencer juste Avec Maxou. un mot. Max Verstappen. Je crois que j'ai déjà tout dit. J'ai pas grand chose à rajouter. C'est Max pilote de la saison. Même s'il gagne un grand bravo à Lando Norris, mais Max nous a montré que c'était un grand champion aussi, malgré qu'il n'a pas eu le titre. Je crois que c'est pareil pour Courteau. Moi, j'aurais aimé mettre Charles Leclerc, hein, mais non, je vais être obligé de m'incliner et de dire Max Verstappen. La saison qu'il fait avec la voiture qu'il a, qui est sur le début de saison surtout, à des années-lumière de McLaren, et pourtant il arrive à remonter petit à petit. Il y a le doute, et je pense que moi, c'est ce que j'ai kiffé aussi, c'est que on voyait... je sais pas si ce sera bien remis dans la série Netflix, mais on voyait le stress monter chez McLaren et je trouvais ça trop fort de faire ça, alors que c'est juste un humain, quoi. Et en fait, ils en avaient tous peur dès qu'ils voyaient une Red Bull dans le rétro. C'était... Quand il y avait les cinématiques Canal, elles étaient vachement bien sur la fin de saison aussi. Ouais. Je pense que ça a fait monter toute une pression et McLaren n'a jamais eu autant la pression que grâce à lui. Donc ouais, je pense que Max est le pilote de la saison et de loin. Merci Max. C'était ça, Verstappen aussi. Ouais, Verstappen aussi, parce que mine de rien, sa remontée, elle était incroyable, quoi. Vraiment, même si je suis fan de Norris et qui m'a fait très très peur, la remontée était incroyable et c'était le meilleur pilote cette année. Il n'y a pas de doute là-dessus, en fait. En termes de performance, il n'y avait rien à dire. Là, je pense qu'il a prouvé à tout le paddock son talent. Si on avait des doutes sur le fait de quand il n'a pas la meilleure voiture, ouais. Là, c'était le cas et ça finit à 2 points. Donc, on en parlera peut-être dans la prochaine émission, mais le fait que si la Red Bull 2026 n'est pas forcément performante, peut-être qu'on va le voir ailleurs. Peut-être. Noémie ? Moi, je suis évidemment d'accord avec tout le monde pour le coup, sur Max, mais quand même, je dirais pour la petite fierté française, Adjar, quand même. Cette année, c'était un plaisir de le voir, même s'il y a eu un début qui a été un petit peu compliqué. Après, le voir évoluer et puis à la fin, savoir qu'il part chez Red Bull, quand même, ça reste une petite fierté. Est-ce que tu es optimiste ou pas pour 2026 ? Ça va se voir, à mon avis, dans les premières courses. Après, je me dis qu'avec un coéquipier comme Max, ça peut être compliqué, mais bon. Faut voir aussi, parce qu'il y a quand même eu pas mal de changements de direction. On n'a plus de Horner, plus de Marco. Entre guillemets, tous les anciens sont partis. Donc peut-être que cette nouvelle dynamique, on va laisser plus de temps aux jeunes. Peut-être se dire ça aussi. Après, avec Laurent Mekies, je me dis qu'il était déjà avant chez Racing Bulls. Donc ça peut être aussi un point de repère quelque part et quelqu'un avec qui ça a bien fonctionné justement chez Racing Bulls. Donc, Après, quand tu vois que Red Bull investit aussi sur la Formule 2 avec leur voiture, ça montre qu'ils sont tournés vers une nouvelle ère et ça fait très plaisir à voir. Parce que même si on parle pas de Adjar, on a aussi Lindblad qui a été promu chez Racing Bull. Donc ils sont totalement orientés sur le futur. Sur le futur. Et puis je pense aussi qu'il y avait un truc, c'est que justement tu parlais de Laurent Mekies, je pense que justement ça va être beaucoup plus stable et beaucoup plus sain comme environnement, parce qu'on avait ce truc avec Christian Horner de faut faire performer Max et limite le deuxième pilote on s'en fout. Là en fait Mekies il est arrivé, c'est devenu un peu le père d'Adjar dans la Formule 1, donc je pense que de le voir avec toi dans l'écurie, ils prendront beaucoup plus en considération, je pense, le deuxième pilote, ce qui n'a pas été le cas sur les dernières années, quoi. Mais même si on regarde Yuki Tsunoda, en soi, c'était, je pense, ça partait de trop loin, mais on l'a quand même vu un meilleur état d'esprit. Il a été capable d'aider un peu plus Verstappen. Donc, je pense par exemple au Qatar où il est devant en qualif et qui laisse passer Max. Donc, je pense que ça va jouer dans le futur. Votre déception de la saison? Il y a quand même eu des top pilotes, mais on va dire il y en a quelques-uns qui n'ont pas forcément rassuré. Je souris parce que j'ai vu une réponse.
Mais bah tiens, Tessa. Bah, du coup, moi, ma déception, c'est Lewis Hamilton. Parce que, bon, bah, déjà, son transfert chez Ferrari, ça a un peu surpris tout le monde. Personne s'y attendait. Moi, personnellement, je pensais qu'il finirait sa carrière chez Mercedes. Et du coup, bah, en le sachant chez Ferrari, l'équipe mythique de la Formule 1, je me suis dit qu'il y allait avoir de la performance. Il n'y en a pas eu. Donc, je suis un peu déçue quand même. Je m'attendais à beaucoup mieux. Je sais qu'il faut qu'il prenne ses marques. C'est du coup un tout nouvel environnement pour lui et que ça fait des années qu'il était chez Mercedes. Enfin, là, il change complètement de maison. Mais c'est quand même un septuple champion du monde, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je pensais que ça irait plus vite et que les performances arriveraient plus vite aussi. Je pense que 2026, c'est un petit peu sa dernière chance, entre guillemets. Si on voit que ça se passe mal, je pense pas qu'il va... Je pense pas qu'il prolongera. Je pense pas qu'il va prolonger, je pense pas qu'il va s'éterniser en Formule 1. Je pense qu'il a quand même assez donné avec le sport, donc on verra bien. On verra. Noémie. J'avais mis aussi par rapport à Hamilton et Ferrari, je trouvais quand même que la saison était assez décevante. Enfin, il y a une 4e place au championnat constructeur, certes, mais il n'y a pas eu de victoire. Il y a eu quelques podiums, une pole position. Je pense qu'on aurait pu, on était en droit d'attendre plus de Ferrari. Et voilà, avec le lien avec Hamilton, je pense que c'est pas ce à quoi on s'attendait en voyant le transfert d'Hamilton chez Ferrari. Vu comment ça a été médiatisé, C'est ça, on s'attendait, je pense, à beaucoup plus. Donc à voir en 2026, mais pour l'instant un peu décevant. Puis en plus, il faut se dire qu'il y avait un tel environnement, on s'est dit que ça va être une bataille McLaren-Ferrari, puis au final, c'était plus McLaren contre Max. Voilà. C'était pas forcément ce qu'on attendait. Corto. Moi, je crois que ça va faire l'unanimité, mais ouais, Lewis Hamilton, quand tu vois tout, t'en parlais, toute la médiatisation autour de son transfert chez Ferrari, les photos limite en baron de la Formule 1 devant la voiture et devant la maison. Moi, je trouve ça tellement dommage d'entacher un peu sa légende avec une saison qui est, si on oublie le week-end sprint en Chine, elle est dégueulasse sa saison, quoi. Il y a rien à en retirer. Pas de podium pour la première fois de sa carrière. Pas de podium pour la première fois de sa carrière. Il y a des déclarations où, en fait, au milieu de saison, tu le vois, il a plus envie d'être là. Donc je pense qu'il y a eu des vacances. Il y a eu aussi des événements extérieurs avec Roscoe qui ont pu jouer sur son mental et tout, mais c'est vrai que quand tu vois qu'à la mi-saison, il dit j'ai plus envie d'être là, arrêtez de me poser des questions, qu'à la fin de la saison, il fait que de s'excuser à chaque fin de Grand Prix, c'est dommage. Mais j'ai mis attention quand même, parce que la première année de Lewis n'a jamais été, chez ses écuries, n'a jamais été titrée, mais par contre la deuxième l'a toujours été. Je pose ça là, mais peut-être 2026. On sait jamais. Enzo. Moi, un peu pareil. On va se tourner sur Ferrari, mais surtout Charles Leclerc. Ah, ok. Charles Leclerc. Pourquoi Charles ? Je vais être un peu dur avec lui, mais Charles, je me rappelle à l'époque, on l'a beaucoup vendu comme le prochain visage un peu de la F1. Le gars qui va succéder à Lewis Hamilton. Voilà, ça va être contre Verstappen et tout. Ouais. Et là, on n'a qu'une 5e place. On n'a qu'une 5e place à la fin de ce classement. Il y a eu des erreurs, des mauvaises décisions de sa part. Donc, ça peut-être t'as un circuit en tête. C'était lequel je sais plus si c'était en Chine ou... Non, je sais plus lequel. Mais je m'en souviens que pour moi, le bilan à la fin est beaucoup trop bas pour un pilote comme lui. Après, il n'a peut-être pas forcément eu aussi la voiture. Ouais, il n'a pas eu l'équipement qu'il faut. Il n'a pas eu un peu de chance aussi, on va dire. Donc, je me dis peut-être que quand il aura enfin une voiture qui peut jouer le championnat, peut-être que ça va jouer aussi. On peut se dire qu'en 2022, il a eu sur une partie de saison, il fait un petit peu le championnat. Je pense qu'aussi il n'avait pas assez d'expérience pour le faire. C'est pareil, on l'a vu pour Norris l'année dernière. Quand la McLaren était la meilleure voiture, c'était pas forcément... lui, il n'a pas forcément fait le travail. Donc maintenant, il faut voir sur une nouvelle année. Mais... je peux... Ouais, exactement. Pour moi, 2025, j'avais mis que Charles devait être premier ou deuxième, puisqu'il devait enfin s'affirmer à une saison. Et là, quand tu vois l'écart avec les McLaren et Max, c'est un peu trop décevant pour moi. Donc c'est dommage pour lui et j'espère 2026, ça va remonter la pente. Après, je pense qu'il y a aussi un truc avec
avec Charles Leclerc et Ferrari au global, hein, c'est, je pense, une des questions qui restera le plus en suspens, c'est pourquoi avoir tout changé, quoi. Pourquoi avoir fait un reset total sur la voiture alors que pourtant la saison dernière ça marchait très bien. Sur la fin de saison ça commençait à les inquiéter, à prendre des victoires et tout, à jouer les podiums à chaque course. Pourquoi être parti de zéro sur une voiture la dernière année en plus d'une réglementation, quand tu vois que McLaren a quasiment gardé la même, à part changer 2-3 trucs, mais a quasiment gardé la même et au final ils sont champions du monde, bah pourquoi est-ce que tu t'en es pas inspiré, quoi? J'avoue que on n'aura jamais la réponse. Ils ont voulu tenter un concept et le concept a pas marché, mais ils l'ont payé direct, quoi, avec une 4e place au championnat. Et dernière question, est-ce que vous êtes déçu des batailles en piste? C'est quand même quelque chose qui a fait beaucoup débat cette année. Certes, il y a eu de la bataille pour le titre, mais on n'a pas forcément eu énormément de batailles en piste. Je pense aux Dirty Air qui empêchaient les pilotes de se suivre. Donc, quel est votre avis sur la question? Ouais, comme l'a dit Corto il y a un peu avant, on s'est beaucoup ennuyé des fois sur des batailles. Il n'y a pas eu pas assez d'agressivité. Et avec cette règle qu'a mis la Formule 1, c'était dommage. On n'a pas eu des saisons comme avant où quand la Formule 1 était vraiment à son prime, on va dire, on a eu un peu d'ennui et il y a du spectacle. Moi, je sais qu'il y a des Grands Prix que j'ai ratés à cause de ceci, donc c'est un peu dommage et j'espère qu'ils vont pouvoir régler ça pour avoir plus de suspense, attirer aussi beaucoup plus de spectateurs et c'est quand même leur objectif de... Oui, faudrait bien pour que voilà. Je pense vous êtes tous d'accord sur le sujet. Ouais. Oui. On va passer à la partie rumeurs. On a vu pas mal de rumeurs pendant les fêtes et j'en ai sélectionné 3 afin qu'on en discute. Et la première, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure avec Tessa, c'est Alpine. Et on parle de rachat d'Alpine. Je pense que vous l'avez vu, cette information qui a fuité dans de nombreux médias, notamment chez l'équipe. On parle de rachat d'Alpine par Christian Horner, qui est l'ancien directeur d'équipe de Red Bull. Et racheter des parts, on parle de 24%, les parts de Otro Capital. Rumeur que le principal intéressé n'a pas forcément démenti. Et pareil, du côté d'Alpine, on a le directeur Steve Nielsen qui a réagi aux rumeurs et n'a pas dit non. Donc ma première question, elle est toute simple. Quel est votre avis sur le retour de Christian Horner? C'est ça, je me tourne vers toi vu que tu as lancé le sujet. Ouais. Moi, je suis pas spécialement pour le retour d'Horner parce que je suis pas fan du personnage en soi. Je trouve que la manière dont il a dirigé Red Bull, elle est un peu autoritaire, je trouve, et que c'est pas même toutes les rumeurs qu'il y a eu. Alors après, est-ce que c'est vrai ou pas? On s'en fout, c'est pas le sujet de la Formule 1. Ouais. Mais je trouve que du coup, en fait, ça tape un peu dans sa manière de faire et dans, entre guillemets, son autorité dans l'équipe et sa place dans l'équipe. Du coup, non, moi, je suis pas vraiment pour et je trouve que Alpine, dans tous les cas, ça ira pas plus loin que ce que c'est déjà, quoi. C'est pas Horner qui résoudra les problèmes. Je me tourne vers toi, Corto. La situation d'Alpine, elle n'est pas forcément exceptionnelle depuis son retour en Formule 1. Est-ce que si rachat il y a, est-ce que ça montre cet échec du retour d'Alpine en F1, selon toi? En vrai, je sais pas, parce que là, sur les 3 ou 4 dernières années, depuis son retour, c'est décevant. Quand on voit même les pilotes qui le disent à la fin de l'année, je veux plus revoir cette voiture, je ne reviendrai pas dans un garage si elle est encore là. Ça montre bien qu'il y a un problème. J'attends de voir avec la nouvelle réglementation. Peut-être qu'il y a des choses qui vont changer. Peut-être que Gasly va reperformer. Il y avait un peu cette période idyllique qui a duré un week-end, mais au Brésil l'année dernière, où les voir tous les deux sur le podium, on se demande encore comment c'est possible d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, il y a quelques performances qui sont cool. Il y a la victoire d'Ocon quand même à pas oublier, mais dans l'ensemble c'est pas bien fou non plus.
J'attends de voir et je pense que par contre, à la fin de la saison 2026, on pourra réellement tirer des conclusions de est-ce que ça valait le coup ou pas de revenir, quoi. Puis même, tu parles de Gasly, mais on sait qu'il place énormément d'attentes sur cette saison 2026. Est-ce que si, avec un moteur Mercedes, parce que c'est notamment ça le changement en 2026, c'est ok, on change de moteur, peut-être que c'est ça qui va nous faire gagner de la performance. S'il n'y a pas, est-ce que un départ de l'écurie serait justifié selon toi? De Gasly de l'écurie? Ouais. Je pense, parce qu'il leur a donné énormément de temps, énormément d'expérience, parce que Gasly, on l'a vu, c'est quand même un pilote qui peut performer même dans une Alpine. Il l'a prouvé beaucoup plus, même s'il n'y a pas de victoire chez eux, mais il l'a beaucoup plus prouvé que Ocon, je trouve, sur toutes ces années. Et oui, je pense qu'il y a un moment, il y a peut-être un ras-le-bol aussi de voir que même si toi tu donnes tout dans la voiture, en fait, les performances suivent pas, tu peux même pas te battre pour des points sur certains week-ends, alors que ça devrait être l'objectif de tout pilote. Et ouais, non, je pense que s'il y a toujours pas de résultat à la fin de cette saison, et qu'en plus on sait qu'on part dans une nouvelle réglementation qui va pas s'arrêter tout de suite, bah ouais, moi je suis Gasly, je lâche l'affaire, je pars ailleurs, surtout que je pense qu'il aura des offres parce que c'est un pilote qui a beaucoup de talent quand même. Et pour finir sur ce sujet, je me tourne vers Noémie et aussi vers Enzo. Est-ce que là, si jamais, imaginons même s'il n'y a pas de rachat d'Alpine par Christian Horner, est-ce que une vente de l'écurie serait envisageable? Et vous la comprendrez totalement même s'il n'y a pas de rachat de Horner? Ça pourrait être envisageable. Après, il faudrait voir par qui l'écurie serait rachetée, parce que les investisseurs ou ceux qui pourraient récupérer l'équipe, ça ne voudrait pas forcément dire avoir des cadres qui soient meilleurs dans l'écurie. Donc, pour moi, c'est quelque chose à voir après sur le cas Horner. Je sais pas. Après, si c'est un rachat, pas un retour en tant que team principal, il reste quand même avec énormément d'expérience. Il est resté 20 ans à la tête de Red Bull, donc ça reste quand même quelqu'un d'expérience. Je sais pas si ça serait un point positif pour Alpine ou pas. Je pense que ça pourrait apporter quelque chose. Et toi, Enzo, on va terminer sur Horner. Est-ce que tu as peur si jamais il arrivait, est-ce qu'on peut avoir un modèle premier, deuxième pilote? On va dire que c'était un petit peu déjà le cas chez Alpine cette année, mais imaginons ce modèle-là se répéter. Ouais, tu l'avais dit, de toute façon, ça ne change pas de l'année dernière, donc je vois pas trop le problème s'ils refont ça, puisque voilà. Mais j'avais un truc à dire, j'étais d'accord avec ce que disait Tessa, mais est-ce que le côté Horner un peu autoritaire pourrait un peu rebooster Alpine, venir titiller quelques places ou des choses comme ça? Donc ça pourrait être... avoir un esprit plus compétiteur, ce serait intéressant pour eux. Et comme tu as dit, Horner, c'est quand même 20 ans d'expérience. Et il peut avoir quand même des côtés positifs pour Alpine. Qui, on sait, cette saison, beaucoup de pilotes sont au bas du classement. Et Pierre Gasly peut en bénéficier aussi de cette expérience. Après, je pense Gasly et Horner, peut-être on peut avoir... un problème entre les deux, parce que faut quand même, y a un passif chez Red Bull qui s'est conduit par une rétrogradation de Gasly chez Toro Rosso. Oui. Ou AlphaTauri, je sais plus. Non, c'était AlphaTauri. C'est AlphaTauri, je crois. Ouais. Mais ouais, faut voir ce que ça donne. On va continuer à parler, mais pas de Alpine, mais un peu de Red Bull, avec un sujet qui a quand même pas mal enflammé pendant les périodes de Noël, c'est Giampiero Lambiase. Donc vous le connaissez, c'est l'ingénieur de Max Verstappen. Et cet ingénieur qui était en discussion avec certaines écuries comme McLaren, Aston Martin ou encore Williams. On a presque eu, a priori, un accord qui avait été trouvé pour rejoindre l'écurie anglaise. Lambiase hors de Red Bull, ça serait quoi votre réaction, Corto? Moi, ce serait pas forcément Lambiase hors de Red Bull, mais c'est Lambiase sans Verstappen et inversement. Enfin, c'est vrai que pour le coup, c'est peut-être un des duos pilote-ingénieur les plus iconiques. On parlait d'Hamilton tout à l'heure. Je pense qu'avec Bono, c'est peut-être la plus grande relation, mais c'est vrai que Lambiase et Verstappen, c'est deux têtes qui marchent bien, qui fonctionnent bien ensemble. Donc c'est vrai que si l'un part, pour moi, l'autre doit partir avec.
Enfin, pour moi, c'est un pack que tu dois prendre. Séparer les deux, je trouverais ça un peu dommage, quoi. Surtout quand on voit comment ça a marché sur les années, quoi. Donc imaginons Noémie, Verstappen, Verstappen va chez Aston Martin, Lambiase suit chez Aston Martin. Ça pourrait se faire. Après, je suis assez d'accord avec Corto sur le fait que globalement, c'est un bon duo et même on peut le voir en course, qu'ils n'ont pas besoin d'en mettre tout autour dans leurs propos. Ils se connaissent par C'est cœur. direct et ils savent comment l'un et l'autre fonctionnent. Donc je pense que, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est deux personnes qui doivent aller ensemble. Après, est-ce que Lambiase quitterait Red Bull, sachant qu'il y est depuis 2015, si je dis pas de bêtises. Oui, il me semble. Ça reste une personne quand même phare de Red Bull, donc à voir, mais c'est un bon duo en tout cas. Tessa, t'aimerais le voir où, Lambiase? Bah, en fait, je suis assez d'accord. Moi, je le vois pas sans Verstappen. Donc, avec Verstappen, en fait, voilà. Parce que je trouve que en fait, leur duo, il fonctionne tellement bien. Lambiase, il connaît tellement bien Verstappen que, il va savoir comment le calmer quand dans la course, il va y avoir un problème ou autre. Et je suis pas sûre que tout ingénieur réussirait à calmer Verstappen, en fait, s'il y a un souci avec la voiture. Voilà. Je trouve que Lambiase se débrouille plutôt bien et c'est pas un duo que je vois séparé, quoi. Et toi, Enzo, on parle d'autres écuries, mais imaginons qu'au final, Lambiase parte dans une autre écurie. Est-ce qu'on pourrait aussi ne pas voir un retrait de la Formule 1 de Verstappen? Ça serait pas forcément lié au fait qu'il n'y ait plus Lambiase, mais... Oui, je suis attaqué en pensant si... S'il te plaît. Non, Enzo, ça va devenir un jour férié pour lui si Verstappen y part. Hein. Non, faut pas. Mais duo iconique, hein. Lambiase Verstappen. Comme je répète ce qu'ont dit mes confrères, c'est voilà, je vois pas Lambiase sans Verstappen, donc voilà, et pourquoi pas essayer de tout faire pour qu'il reste chez Red Bull. Même Verstappen, moi je le vois pas autre part que Red Bull, totalement. Après, est-ce que Verstappen serait toujours aussi bon dans les saisons à venir, surtout que McLaren a déjà affirmé en vrai sa puissance. Donc est-ce qu'il pourra toujours les concurrencer avec Lambiase ou pas? Ce sera la grande question, on va dire. Mais moi personnellement, Lambiase, je vois pas autre part que Red Bull. Je visualise pas dans ma tête un Verstappen à Red Bull sans Lambiase. Je crois que le Télégraphe, il te donne raison parce qu'il y a eu une information cette semaine qui a été révélée comme quoi l'ingénieur, il devrait rester l'année prochaine, donc jusqu'en 2027, l'ingénieur de Max Verstappen. On connaît le monde de la F1, on sait que ça peut vite bouger, mais en tout cas pour le moment, c'est l'effet actuel. Et dernière rumeur, on va parler de la rotation des circuits. Ça aussi, il y a eu pas mal de sujets dessus. Je pense que vous le savez, le Grand Prix de Barcelone, son contrat se finit en 2026. Et pour le moment, on parle de rotation. On parle d'une année sur deux avec le Grand Prix de Spa. D'un autre côté, on a le Grand Prix de Madrid qui arrive pour sa première fois en 2026. On a le Portugal qui revient à partir de 2027. On a des rumeurs aussi, peut-être par rapport à un retour de la Turquie. Donc voilà, j'ai plein de questions en tête, mais comment la F1 elle doit s'organiser pour toute cette demande, tous ces circuits qui veulent être au calendrier? Est-ce que pour vous, la méthode de rotation année par année, c'est la meilleure solution? C'est ça? Est-ce que c'est la meilleure solution? Je sais pas en soi, parce que on n'est pas à la place des dirigeants et que ça doit être hyper compliqué de faire les circuits. Après, je trouve que c'est une bonne idée parce que du coup, ça laisse au public et aux fans de voir plus de circuits en fonction de disponibilité et s'ils peuvent se déplacer ou pas. Après, je pense qu'il y aurait moins de circuits urbains, ça serait plus simple. T'es pas trop fan des circuits urbains? En fait, je trouve que ça gâche un peu le plaisir de la course. Là, le fait que le Portugal y revienne, c'est génial, quoi. Enfin, c'est un bon circuit. On va avoir des bonnes batailles. Alors que Madrid, c'est un circuit urbain, je suis pas sûre que ça sauve quelque chose, quoi. Enfin, le spectacle, je sais pas s'il sera vraiment là. Il y a aussi un autre débat qui rentre avec cette rotation des circuits. Noémie, est-ce que tu penses qu'il y a trop de courses chaque année? Je pense qu'il y a une augmentation du nombre de courses mise sur le calendrier qui a augmenté de manière impressionnante depuis quelques années. Est-ce qu'il y en a trop? Je ne saurais pas dire. Encore une fois, c'est comme tu as dit, l'organisation selon les pays qui veulent faire. Après, je pense qu'il faut aussi penser aux pilotes. Et on commence à avoir des grands prix quand même aux quatre coins du monde et avec des fois des changements qui sont assez
impressionnant d'une semaine à l'autre. Je pense que quand même, faut pas oublier que c'est un sport et qu'il faut penser aussi aux pilotes et pas que au spectacle et au fait de montrer tout le temps des courses. Je pense que voilà, il y en a beaucoup. Après, il faut voir sur les années si ça va encore augmenter. La saison est assez longue, donc à voir. Mais... Il y a beaucoup de pilotes qui se plaignent aussi du nombre de... Enfin, Verstappen, je sais qu'il en a un peu marre qu'il y a beaucoup trop de courses, quoi. Et il le dit, il n'a pas peur de le dire. Donc si les pilotes s'en sont à bout, faut peut-être réagir, quoi. Tessa, tu as lancé un sujet intéressant et je vais me tourner vers Corto et Enzo. Certains circuits, les circuits urbains qui ne sont pas forcément les plus passionnants à voir. Quel est votre avis? Est-ce qu'il y a des circuits selon vous qui n'ont plus leur place en Formule 1? Non, Madrid, déjà. Pas là. Ouais, mais Madrid, il faut qu'il dégage. Faudra qu'il dégage. J'ai vu la gueule du circuit, c'est voilà quoi. va être Par contre, très, très long. Celui du Portugal, il est vraiment propre. Il y aura des repères à prendre sur celui-là. Mais ça peut être une bonne idée. Toi, tu es déjà réticent pour Madrid. Ouais, Madrid. En fait, ce qui serait bien, c'est que du coup, c'est plus accessible pour des supporters de Formule 1 un peu par chez nous, on va dire, d'aller en Espagne plutôt que d'aller à Abu Dhabi ou je sais pas où. Mais ouais, quand tu vois un circuit urbain comme ça, ça donne pas trop envie de regarder la course et même pour les pilotes, ça doit être, c'est pas la même ambiance. Est-ce que tu dis il y aura pas forcément autant de dépassements qu'il peut y avoir dans d'autres courses? Bah ouais, ce sera ennuyant un peu à voir et non, moi je serais contre le circuit de Madrid qui va arriver. Ouais. Et pour toi, Corto moi déjà, on parlait tout à l'heure de la rotation des circuits, je trouve que c'est une bonne idée. Après, mettre Spa, qui est un des circuits les plus iconiques, qui est un des circuits les plus spectaculaires, le mettre dans cette rotation, pour moi, il doit être tous les ans au calendrier, et ça doit même pas être un débat, en fait. Après, oui, les circuits urbains, il y en a peut-être un peu trop. Après, il y en a qui sont iconiques. Je sais pas si un aménagement de certains virages, certains secteurs, je sais pas si c'est possible. Mais c'est vrai qu'une saison sans Monaco, par exemple, moi, ça me ferait bizarre. Ouais, Singapour, c'est pareil. C'est ça, Singapour, c'est super beau. Las Vegas, il y a eu des histoires qui sont passées là-bas, même s'il est récent. Mais voilà, je pense que Bakou, peut-être faudrait l'enlever, parce que j'aime beaucoup Charles Leclerc, et c'est vrai qu'une année sur deux, se prendre le mur, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Mais voilà, mais par contre, oui, le retour, par exemple, du Portugal ou de circuits un peu mythiques qu'on n'avait pas vu depuis certaines années, c'est cool parce que ça change un peu et je pense que de pas se lasser. C'est ça, c'est de voir tous les ans les mêmes circuits. Déjà, je trouvais ça bien que cette année on commence pas la saison à Bahreïn comme à chaque fois, de changer déjà même l'ordre juste des circuits. Je trouve ça bien, donc toujours garder une cohérence histoire de pas faire des voyages à chaque fois à l'autre bout du monde toutes les 2 semaines. Faut garder une cohérence, mais et on rentre pas dans un cycle un peu redondant pour les pilotes surtout. Comme l'a dit, là on n'a pas commencé par Bahreïn pour la première course, donc c'était un point positif pris pour la F1 et on espère d'autres changements comme ceci, ce serait pas mal aussi pour les pilotes et pour les spectateurs. Après on sait que c'est aussi pour limiter les déplacements, aussi pour l'environnement que on peut dire que l'Australie est en premier et que c'est pas forcément à la fin. Il y a aussi la météo qui rentre en compte. Le Canada, il est que au mois de juin parce que si c'est à d'autres périodes, ça va être un peu plus compliqué. Bien sûr. Je pense que c'est pas facile. Après, il y a évidemment le facteur argent qui fait que telle course se retrouve à la fin, comme Abu Dhabi, ce qui rentre en compte aussi. Maintenant, on va passer au changement pour 2026 et je crois qu'il y a un sujet qui a déjà été un peu évoqué, c'est par Enzo sur le nouveau circuit, le circuit de Madrid, donc, qui se déroulera du 11 au 13 septembre, donc, qui sera le dernier circuit de la tournée européenne avant Bakou. Donc le tracé il a fait parler et Enzo il nous en a déjà donné un petit peu son avis pour ou contre. Donc Enzo, je pense on va te relancer sur Direct, non pour Madrid. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans ce circuit Du coup c'est l'aspect du public à peu près. Est-ce que les pilotes vont aimer l'atmosphère
Est-ce que regardez, en fait, moi, je me place surtout du côté du spectacle. Et est-ce que regarder ce circuit à la télé, qui va être un peu ennuyeux, selon moi, est-ce que ça va être forcément utile Est-ce qu'on va passer un beau dimanche, quoi? Ouais. C'est ça. Et moi, personnellement, quand je visualise dans ma tête, ça me donne pas envie. Il n'y a pas de hype, il n'y a pas dans ces. Moi, je serais contre ce circuit. Surtout qu'on a déjà Barcelone, donc ceci sert à rien pour. Il y a un peu souffrir de la comparaison avec Ouais. Barcelone. Ouais, ça va être un peu un beau désordre, on va dire, pour ça. C'est ça. Oui, non, moi je rejoins complètement Enzo, hein, je suis complètement d'accord. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. En fait, je trouve que les circuits urbains, c'est hyper intéressant dans le sens où il y a Monaco. Voilà, c'est le prestige, c'est le luxe. Mais même même le Grand Prix Monaco, pardon, il n'est pas si intéressant que ça, quoi. On regarde les qualifs parce que c'est le Ouais. moment le plus important du week-end. Mais le dimanche, on s'ennuie. S'il n'y a pas un souci au premier virage, le dimanche, on s'ennuie, en fait. Mais non, mais c'est vrai. Justement, Donc, je trouve ça bien, moi. Enfin, ça, non, en fait, parce que moi, c'est un des seuls circuits qui donne un peu de hype sur le samedi, où d'habitude, c'est vrai qu'on regarde les qualifs, mais on sait qu'en course, tout peut changer. Bah, Monaco, pour le coup, faut pas se chier dans les qualifs, parce que tu sais que si t'as pas une bonne place, bah, t'auras pas une bonne place à la fin. Ouais, je te rejoins sur ce point-là. Du coup, en fait, le circuit, le Grand Prix se joue le samedi. Et c'est pour ça que je trouve que les circuits urbains, c'est la Formule 1. On y est tous le dimanche, en fait. Et voilà. Donc, en fait, je trouve que si tous les circuits, ça se joue au qualif, c'est pas drôle. Monaco, c'est le prestige, c'est le samedi, on le sait tous. Mais il y a que Monaco, quoi. On n'en veut pas Oui, plus, bien sûr. en fait. Ouais, bien sûr. Ouais, C'est surtout, ça. surtout que Monaco, on a le retour de Charles, surtout un peu l'enfant du pays. Ouais, bien sûr. Non, mais oui, ça rajoute un côté, bien sûr. Ça fait plaisir à peu près. Et tu vois de nombreuses célébrités présentes pour ce Grand Prix, donc ça fait plaisir quand même. C'est pour ça qu'il est intéressant, le circuit Monaco. Mais du coup, les autres circuits urbains, comme Madrid, n'ont pas lieu d'être. Parce que c'est pas du tout le même prestige, en fait. Donc pour moi, il n'a pas de sens. Totalement Voilà. compréhensible, mais il y a un autre point aussi que j'aimerais aborder peut-être avec Noémie. Quand on a vu le rendu du tracé, il y a aussi quand même l'aspect sécurité qui a été énormément mis en avant sur les réseaux avec des virages où on se dit mais comment les pilotes vont le prendre. Est-ce que tu as peur peut-être d'accidents qui pourraient arriver sur ce circuit? Potentiellement, après, c'est comme quasiment tous les circuits urbains, ça laisse pas trop de marge pour l'erreur. Donc après, je pense que ça fait partie du truc. Après, je suis d'accord de toute façon avec tout le monde sur le fait que un circuit urbain de plus, c'était pas forcément nécessaire. Ils font ça, je pense, pour le spectacle plus que pour vraiment la course. Donc oui, ça peut être dangereux. Il ne faut pas qu'on oublie ces facteurs-là. Et je pense que les gens qui ont réagi là-dessus ont eu raison de faire attention à ça et de se dire qu'il ne faut pas avoir un tracé spectaculaire à tout prix. Il faut aussi penser à la sécurité des pilotes. Corto, je crois qu'il y a beaucoup de contre sur... Alors, je sais pas si je l'ai écrit assez de fois pour que ce soit compréhensible, mais d'abord, je suis contre parce que ça change même pas de pays. Enfin, c'est même pas pour nous faire découvrir un autre pays, pour le rendre accessible à quelqu'un d'autre. Les Espagnols en avaient déjà un, pardon. Ça va pas changer, même s'ils virent Barcelone. Contre parce que en ayant vu ça c'est un autre contre. Oui. En ayant vu le tracé, on s'ennuie. On s'ennuie fortement. Il y a des virages qui sont hyper serrés et où en fait tu sais déjà qu'il n'y aura pas de bataille, où il n'y aura rien, quoi. Contre aussi parce qu'il y a plein de circuits qui mériteraient de revenir au calendrier. On parlait de tout à l'heure, on parlait de nous par exemple en France, on n'a pas de circuit alors que pourtant on a déjà 3 pilotes sur la grille et que ça pourrait être amené à évoluer au fil des saisons. Déjà, je trouve ça dommage même si c'est pas possible pour certains, mais que chaque pilote n'ait pas au moins un Grand Prix à domicile. Ouais. Ça rajoute un peu d'affect. T'as une pression supplémentaire forcément quand t'es à domicile, mais justement, je trouve que ce serait bien, tu vois, de voir un Hadjar, un Gasly, un Ocon rouler sur un Grand Prix de France. Ce serait encore plus kiffant et ils auraient enfin une fanbase à la hauteur de leur carrière. Donc oui, non, pour toutes ces raisons et pour plein d'autres encore, je suis contre. En plus de ça, ça donnerait un peu plus d'intérêt à la Formule 1, on va dire, en France, où on aura beaucoup plus de personnes qui vont s'intéresser. C'est ça. Je vais prendre par exemple l'exemple de Victor Wembanyama en NBA, c'est totalement pareil.
Et voilà, je sais plus quoi dire. Ouais. putain. Et puis, il y a un truc, c'est vrai qu'on faisait, tu faisais le parallèle avec le basket, on va rester dans les sports auto. La victoire de Johan Zarco cette année Ouais. au Grand Prix de France. Oui. Moi, j'ai envie de voir ça en Formule 1, même si ce serait pas une victoire, mais peut-être un podium. On l'a vu, Adjar en est capable cette saison, Gasly et Ocon l'ont déjà fait par le passé. Moi, il y a un pilote français qui est sur le podium, je pense que c'est un bordel monstrueux et j'ai envie de voir ça, les scènes de joie, d'émotion qu'il y a eu cette saison en MotoGP avec Johan Zarco. Bah, j'ai envie de voir ça dans ce sport-là, quoi. Donc toi, Corto, on te propose un calendrier avec un circuit pour la nationalité de chaque pilote. Tu signes. Bah ouais, parce que justement, je trouve que... Bah ouais, parce que ça rajouterait, tu vois, quand tu vois que... Bah déjà, il y a un quart de la grille qui est à Silverstone, que C'est vrai qu'ils sont beaucoup maintenant. Bortoleto, qui peut être rejoint par Lewis à son Grand Prix au Brésil, que voilà, en Espagne, il y en a, Monaco, évidemment, il y a Charles Leclerc. Tu vois que tous les pilotes quasiment ont un Grand Prix à domicile, même Piastri en Australie. Ouais, pourquoi est-ce que 3 pilotes, enfin plus, parce qu'ils l'ont pas tous, tu vois, je pense. Pourquoi, par exemple, il n'y a pas de Grand Prix en Thaïlande pour C'est ça. Albon, ouais. Même si il l'avait dit, il se sentait à domicile quand il était à Singapour, quand il était en Asie. Oui. Mais c'est vrai que Ouais. c'est vrai que je trouve ça dommage, quoi. Enfin, c'est quand tu vois que tu prives 3, 4, 5 pilotes de mémoire d'un Grand Prix à domicile, quand tous les autres ont cette joie-là de voir leur public pendant le week-end, bah ouais, je trouve ça un peu relou, quoi. Surtout en tant que Français. Totalement, ouais. Bon, en tout cas, pour revenir sur Madrid, on va attendre cette année, hein, parce que on a quand même beaucoup d'appréhension, mais entre guillemets, il faut donner une chance au circuit. On sait jamais. On a vu qu'avec Las Vegas, Ouais. c'était il y a 2 ans, Las Vegas déjà. Moi, je sais plus. Je Mais voilà, on avait peur. Au final, on a quand même eu des courses qui étaient plutôt sympathiques. Donc, histoire à suivre, hein, je pense. Maintenant, on va passer au point réglementation. On va faire vraiment très très simple parce qu'il y a tellement de règles qui changent en 2026. Voilà, il n'y a plus de au revoir le fond plat à effet de sol, des ailerons avant et arrière mobiles qui vont permettre d'améliorer la vitesse de pointe en diminuant la traînée en ligne droite, ce qu'ils appellent le mode X. Et on a le mode Z pour aller plus vite dans les virages. Alors c'est compliqué de donner un avis dessus parce qu'on n'a pas forcément vu ce que ça va donner. Là, il y a des tests qui arrivent sur la fin du mois de janvier. On a les essais hivernaux fin février. Qu'est-ce que vous en pensez sur le papier de cet énorme changement de réglementation ? Moi, j'ai l'impression qu'ils tentent des trucs et on verra, comme tu dis. Je pense qu'on peut pas en parler maintenant parce qu'on n'a pas vu ce que ça donnait en course. Et on est dans l'attente parce que on sort d'une ère qui est pour moi pas très très positive. Je pense que sur le 21e siècle, c'est peut-être la pire. Mais pour le coup, ils ont tenté des trucs. Maintenant, à voir si c'est vraiment effectif, voir si ça change vraiment quelque chose. Je voyais déjà par contre un truc qui est très positif, c'est la largeur de la voiture. Je trouve ça bien qu'elle soit un peu rabaissée parce que du coup, dans certains virages où il n'y avait pas de voiture qui pouvait passer, peut-être que là il y en aura, peut-être que ça va donner des comportements peut-être un peu trop dangereux certaines fois, mais au moins il y aura des pilotes qui vont tenter c'est ça. comme Verstappen. Il y aura, je pense que Verstappen va être le premier à se foutre dans le mur avec cette nouvelle réglementation d'ailleurs. Mais oui, je pense que ça donnera un autre aspect à la Formule 1, peut-être d'être plus agressif certaines fois dans la voiture, de plus tenter parce que cette fois-ci on aurait la possibilité. Donc à voir dans quel point c'est jouable, mais ouais, moi je suis pour ces nouveautés, quoi. Je me tourne vers toi, Tessa, parce que tout à l'heure on a parlé un peu de Monaco. Est-ce que justement, là, avec ce que Courtois il a évoqué, le fait qu'on ait des voitures moins larges, est-ce que ces circuits urbains, et notamment Monaco, vont peut-être pas être un peu plus passionnants à suivre le dimanche ? Ah si, justement, moi, c'est une réglementation que j'attends de voir, parce que les voitures, elles sont plus petites et du coup plus légères. Donc forcément, je suis réticente envers les circuits urbains, mais peut-être que du coup, là, il y aura plus de chances, plus de compétition. Donc ça reste à voir, mais c'est peut-être une bonne chose. On verra bien.
Noémie, on a également le DRS qui est retiré avec ce qu'ils appellent l'Overtake Mode qui délivre un surplus d'énergie électrique. Voilà, pareil, qu'est-ce que tu en penses, tous ces changements Je pense que ça peut être une bonne chose, comme Tessa a dit, ça va. Pour l'instant, on peut pas savoir. On va voir dans l'année après des changements comme ça peut être positif comme ça peut être négatif. On le verra après l'overtake mode. Si je me trompe pas, je crois qu'on pourra l'utiliser. C'est pas à un endroit précis. Je sais plus si c'est exactement ce mode-là. On peut il me utiliser semble, sur ouais, tout il le va- tour. ouais. Enfin, on peut l'utiliser quand on veut. Et je pense que ça peut changer. Ça va nous changer des zones de détection précises Ouais. où on savait exactement où il y allait avoir des dépassements. Ouais, c'est ça. C'est toujours au même endroit. Là, je pense que ça peut apporter un petit peu de changement, un peu de piquant Surprise. dans la course Ouais. qui peut être sympa à regarder. Peut-être va falloir faire attention aussi, ça peut apporter du danger. Parce que justement, il y aura aussi les ailerons avant et arrière mobiles. Mm. Donc peut-être qu'il va falloir faire attention à la sécurité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Enzo Après, à pas reproduire chez vous, mais plus il y a de danger, plus c'est spectaculaire. Et, Oui. on s'ennuie moins. Je pense qu'il va falloir, par Ouais, contre. ouais, mais on privilégie tout d'abord la sécurité des pilotes, c'est ça le plus important, on va dire. Mais ouais, pour revenir sur la fin du DRS, on a eu, c'était quand même assez bien pour moi le DRS. Il y a des grands prix qui se sont joués sur l'activation du DRS ou non. Et là, comme on voit qu'on change un peu d'air avec beaucoup d'écuries, un nouveau mode comme l'Overtake mode, ça pourrait être intéressant à voir. Et pourquoi pas, pourquoi pas, c'est de toute façon autant tenter, j'ai envie de dire. On va voir ce que ça va donner. Mais ouais, les essais hivernaux, c'est fin février. Donc on aura déjà un petit peu plus de réponses sur comment tout va s'emboîter. Et puis après, rapidement, on aura le Grand Prix d'Australie qui nous donnera les premières réponses. Dernier sujet que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est on a un nouveau pilote sur cette grille. On a un nouveau pilote, donc on en avait quand même pas mal en 2025. Tu en avais parlé, 5 rookies. Là, on en a qu'un seul, Arvin Imlad. Donc c'est quand même assez marrant. Je suis retombé sur un extrait, Tessa, de Arvin Imlad qui croise Lando Norris en lui disant qu'il affrontera Oui, je l'ai vu. dans 5 Oui, ans. je l'ai vu. C'est quand même assez marrant. Il a quand même pré-shot 5 ans à l'avance. Il est très fort. Mais Arvin Imlad, voilà, c'est un pilote qu'on va apprendre, qu'on va découvrir en 2026. Donc bon, on va faire assez court. 18 ans, britannique et suédois, et sa mère est d'origine indienne. Voilà, tiens, on parle peut-être de circuit Corto, peut-être qu'on aura un circuit en Inde. On en avait en Inde un circuit. Il y en avait à l'époque. Ouais, dans les débuts des années 2010, je crois. Mais ouais, ça va être intéressant de le voir. Donc quelqu'un qui a, on va pas non plus dire impressionné dans les catégories inférieures, mais qui restait quand même un très bon pilote, qui a notamment marqué avec une victoire au Grand Prix de Macao, et qui là, cette saison dernière, finit 6e de la F2 avec notamment une victoire à Barcelone. Donc, et également plus jeune vainqueur de l'histoire de la F2 et de la F3. Donc voilà, 2026, il arrive chez Racing Bulls aux côtés de Liam Lawson, et il remplace Isaac Hadjar qui est promis chez Red Bull. Qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée de Nimlad ? Je me tourne vers toi, Noémie. Moi, je pense que c'est plutôt positif. On l'a vu sur son parcours, que globalement, il a un plutôt très bon parcours. Donc après, remplacer Hadjar, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. En général, ils ont un peu le nez pour les pilotes. Après, voilà, on n'a pas commencé la saison. On ne sait pas ce que ça va donner dans une F1. À voir, mais je pense que c'est positif et puis on verra bien ce que ça va donner sur la saison. Est-ce que tu penses d'arriver avec une nouvelle réglementation, un nouveau cycle, ça va faire qu'il aura peut-être moins de pression sur les épaules ? Je pense que c'est possible parce que sur ce début de saison, tout le monde sera au même stade. Ils vont tous, tout le monde sera au même stade, non, parce qu'il y en a quand même qui sont en F1 depuis longtemps. Il n'aura pas les bases de la F1, mais avec cette nouvelle réglementation, ça va quand même changer pas mal de choses pour plein de pilotes. La voiture, elle sera plus, ça sera plus au pilote de gérer sa voiture. Il y aura moins d'aide derrière, et je pense que là-dessus, ils vont tous repartir un petit peu sur des bases plus basses, et donc Arvid pourra se mettre sur ça. Est-ce que tu penses qu'il sera au niveau de son coéquipier, Tessa ?
Oula. Faut y aller. Faut voir en soi. Je pense qu'il en est capable. Enfin, oui, avec la nouvelle réglementation, en soi, il arrive comme les rookies de l'année dernière, quoi. Parce que les rookies de l'année dernière, bon, ils ont une année d'expérience, mais du coup, tout repart à zéro. Tout sera nouveau, ils ont tout à rapprendre, entre guillemets, même s'ils sont déjà très très forts. Donc, est-ce qu'il sera au même niveau ou meilleur que Liam Lawson ? J'en sais rien. En soi, je pense qu'il peut en être capable, il a un plutôt bon palmarès, mais il faudra voir en course. Enzo, j'ai un débat à te proposer. Dis-moi tout. Arvid Limblad, c'est pas forcément quelqu'un qui a impressionné en Formule 2. Et on a quand même vu, même en 2025, avec la montée, par exemple, de Biermann, voilà, la F2, elle est plus trop gage, si tu finis 6e, 7e, tu peux quand même être promu parce que tu es dans une bonne académie. Est-ce que ça te lasse un petit peu de voir que certains pilotes font pas forcément les meilleures performances possibles et qu'ils arrivent en F1 ? C'est vrai que, comme tu as dit, sur la continuité, quand tu finis 6e à une saison à F2, qu'est-ce que ça va donner en F1 ? Il y en a beaucoup qui se demandent ça. Mais comme on a vu, Arvid, il a beaucoup de talent. Je pense qu'il peut très bien s'intégrer chez Racing Bull. Et ensuite, on n'attend pas des résultats vraiment exceptionnels, comme Isaac, ou de faire un podium. Ce serait bien pour lui de faire un podium sur cette saison. Mais... ouais, une lassitude, je dirais pas ça, puisque ça dépend les pilotes. Il y en a, ils sont très performants, mais peuvent avoir des problèmes, du stress à gérer aussi. Il peut avoir ça. Mais moi, je dirais pas une grande lassitude. Pour moi, je suis très content d'accueillir Arvid en F1 et j'espère qu'il va nous montrer de belles choses sur cette saison 2026. Est-ce que toi, Corto, tu penses que d'autres pilotes auraient mérité leur place? Alors pas forcément le baquet de Arvid, parce qu'on sait que l'environnement en Red Bull, à part lui, c'était des pilotes qui n'étaient pas forcément à son niveau. Mais est-ce que peut-être le champion Fornaroli, t'aurais peut-être aimé le voir en Formule 1? C'est ce que j'allais dire, c'est que je trouve ça dommage. Après, tant mieux pour Limblad, et s'il performe derrière, ce sera exceptionnel. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage que certains champions de Formule 2 soient pas... même si on sait qu'il y a des débats parce qu'il y a des baccas qui sont pas libres. Et par exemple, c'est ce qui avait coûté une place en Formule 1 à Théo Pourchaire à l'époque. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage que même le champion puisse pas avoir un baquet, entre guillemets, officiel. Tu vois. On voyait par exemple la nouvelle écurie avec Cadillac. J'aurais aimé, même si là, le duo de pilotes me fait kiffer, mais j'aurais aimé qu'il y ait un baquet entre guillemets offert aux champions de F2 parce que ça mettrait encore plus en valeur ce championnat-là. Ouais. Et je trouve ça dommage que parce qu'il y a un contrat qui a été signé 3 ans avant, tu sais que c'est pas peu importe les perfs, parce qu'évidemment que si c'est horrible, ils vont pas le signer, mais peu importe les performances de Limblad, tu sais qu'il va finir chez Visa Cash App, que peut-être que il va finir chez Red Bull parce que Verstappen serait amené à partir ou j'en sais rien, tu vois, mais je trouve ça dommage que parce qu'il y a un contrat qui a été signé alors qu'il avait 14 ans, qu'il roulait en karting encore, il soit déjà promis un avenir, alors qu'il y en a certains qui se battent, qui se donnent les moyens, qui sont champions au final et qui n'ont même pas leur occasion et qui en plus ils peuvent pas défendre leur titre l'année d'après, quoi. Est-ce que toi, Noémie, ça te dérange que certains pilotes n'aient pas forcément les mêmes chances ? Là, on a parlé de Fornaroli, mais sur les années précédentes, comme Corto l'a cité, il y a eu Pourchaire, il y a même eu Drugovich qui attend toujours chez Aston Martin la place de Stroll. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour le coup, je suis assez d'accord avec Corto. Je trouve ça dommage que même le champion ait pas sa place en F1. Je pense que s'ils ont été champions, c'est pas pour rien. En général. C'est qu'ils ont talent. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est qu'ils ont talent. Et comme tu disais, en fait, c'est dommage que parce qu'il y a un contrat qui a été signé des années avant, ils aient leur place automatiquement alors que les résultats ne sont pas forcément exceptionnels. Voilà, je crois que Limblad, il a terminé 6e en F2. 6e, ouais. Voilà, il y a 5 pilotes qui étaient devant et qui étaient meilleurs. Et eux, ils n'auront pas leur place en F1. Donc, je trouve ça assez dommage qu'on ne donne pas la chance en fait, aux pilotes qui font leur preuve dans la catégorie d'en dessous.
C'est ça, même sur des écuries un peu moins hypantes, que ce soit dans le giron Red Bull, que ce soit pour Antonelli chez Mercedes, machin, mais quand on voit même Bortoleto chez Kik, mais au moins le champion de F2 avait sa place en Formule 1, même dans une écurie du bas de classement, on s'en fout. Enfin, je veux dire, là, on parlait d'Alpine tout à l'heure. Moi, Fornaroli à la place de Colapinto, je signe tous les jours. Donc après, évidemment, il y a des affaires financières qui font que Colapinto aide quand même pas mal Alpine. Mais si on parle purement pilotage, moi, je veux du changement. Et ouais, le pilote de F2 qui est privé de F1 et qui est privé de F2 aussi parce qu'il peut pas refaire une deuxième saison. À quoi bon? Quel est l'intérêt, quoi? Avant de finir, peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez des attentes particulières pour 2026 ? Je vais me tourner vers toi, Tessa. Est-ce que en F1 ou même peut-être en F2 chez les pilotes qui rêvent de la catégorie reine, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais voir ? Bah, personnellement, pour 2026, à voir avec la nouvelle réglementation et tout, mais déjà, on change de sujet complètement. Mais déjà, on sait que Leclerc et Verstappen, c'est leur dernière saison de contrat signé. Je crois que ça termine en 2026, leur contrat. Je crois que Verstappen, c'est 2028. 2028, il a prolongé. Il me semble le contrat est jusqu'en 2028. Je crois que Leclerc, c'est cette année. Leclerc, Ouais. c'est cette année, ouais. Donc déjà, voir comment Ferrari va procéder cette année, si l'écurie va avoir un bon niveau, parce que du coup, Hamilton, la saison précédente, n'a pas été très bonne. À voir, je pense que si 2026 n'est pas bon, il va s'arrêter là. Leclerc, la saison, je pense que c'est pareil. Enfin, moi, j'ai vu des rumeurs comme quoi Leclerc, il y aurait eu des pourparlers avec Aston Martin. Ouais. J'ai vu ces rumeurs-là. Personnellement, je l'imagine pas Leclerc ailleurs que chez Ferrari. Mais voilà, donc je pense que déjà, les attentes particulières pour 2026, ça va être comment les pilotes déjà actuellement en grille, comment ils vont se débrouiller et comment ça va finir en fait. Est-ce qu'on peut se retrouver dans une possibilité où les deux pilotes titulaires Ferrari seront plus là en 2027 ? Waouh. Ça serait fort de se dire ça, mais... Ah ouais, franchement, je l'imagine pas du tout. Mais ça se pourrait en soi. Enfin, c'est la Formule 1. Hein. Ouais, on s'attendait pas à ce que Hamilton parte de chez Mercedes en fait. Donc on n'est jamais sûr de rien. Donc c'est pas quelque chose que j'imagine, mais jamais dire jamais. Est-ce que tu as un pilote qui, tu te dis, ok, lui, il va arriver chez Ferrari je pense qu'on a Birman en tête qui est le futur de Ferrari, mais est-ce que tu vois peut-être d'autres pilotes pouvoir accéder ? Ça, non, pas comme ça. Non. En tête, non, j'aurais personne. Après, c'est pareil, on parlait tout à l'heure des anciens champions de F2 qui n'ont pas eu de place. Théo Pourchaire, on l'attend en Formule 1, en fait. Je crois que c'est qu'il vienne. Mais je pense que ça n'arrivera jamais, malheureusement. Mais c'est dommage, ça aurait été sympa à voir avec Ferrari ou une autre équipe, peu importe. Bien sûr, ouais. Mais qu'il ait sa chance. Qu'il ait sa chance, en fait, ouais. Pour toi, Noémie, est-ce que tu as une attente particulière ? Je pense que c'est un peu comme Tessa, vraiment voir la nouvelle réglementation, qu'est-ce que ça va changer, et puis voir si on a toujours McLaren qui domine. On espère. Est-ce que Red Bull va revenir ? Et puis, j'en ai parlé plusieurs fois, mais voilà, Adjar chez Red Bull, moi, c'est une petite attente. J'attends de voir ce que ça va donner, qu'est-ce que le duo va donner avec Verstappen. Et voilà, voir s'il va quand même avoir sa place et qu'il ne va pas être mangé par Max Verstappen, qui est quand même un sacré pilote. Enzo ? Max champion déjà. La grande attente. Mais plus sérieusement, un redressement de Ferrari, j'espère, qui a un peu de Mercedes aussi. Et qu'Antonelli, j'espère, il va bien accompagner Russell. Leclerc, j'espère enfin un podium. Il doit affirmer sa saison. Ce serait pas mal. On a Isaac Adjar aussi. J'espère qu'il va montrer du caractère quand même. Pas juste être là pour avoir le rôle du numéro 2 de Red Bull. Et ensuite, une dernière attente. Une Formule 1 qui est un peu plus compétitive. Et, plus passionnante aussi. Ouais, plus passionnante, moins ennuyeuse. Et que la saison ne soit pas déjà faite avant la trêve estivale, ce serait déjà bien. Tu as parlé de Mercedes. Est-ce qu'en 2026, on peut peut-être s'attendre d'aller revoir tout en haut du classement ? Est-ce que...
Personnellement, non, je pense pas. Personnellement, je pense pas, puisque on aura un Charles, je pense qu'il va avoir un bon retour en forme. On aura quand même la McLaren qui seront quand même, ils veulent affirmer leur titre de champion, de pourquoi ils sont champions. Et Max qui va tout donner, pour un nouveau titre, pour un 7e titre, on espère. Pas un petit George Russell qui peut venir Oui, il peut bataille. aller titiller, mais pour ouais, non, pour moi, il n'y arrivera pas. Ok. Je suis prétentieux, mais après peut-être il va faire Max, il va passer à côté de sa saison, il aura un Russell stratosphérique. Mais personnellement, je verrais mal ce scénario-là. Et toi, Corto Moi, je pense que c'est un peu comme tout le monde, c'est voir la nouvelle réglementation, voir aussi un championnat qui du coup va être vraiment disputé entre pilotes et pas entre voitures, parce que même si forcément il y a des budgets qui sont pas les mêmes pour tout le monde, mais tout le monde repart de zéro. Et oui, je pense que cette année-là, plus que les autres, ce sera vraiment qui est le meilleur pilote et pas forcément qui a le plus de moyens, qui a la meilleure voiture et ainsi de suite. Il y en a qui partent avec une avance, tous ceux qui ont un moteur Mercedes, visiblement ça marche pas trop mal de ce qu'on a entendu en off. Mais voilà, moi je pense que Leclerc champion, c'est une attente pour 2026, parce que je l'attends depuis 2025, depuis 2024, depuis 2023 et depuis le début de sa carrière globalement. Donc ouais, si ça se joue purement sur le pilotage, je pense qu'il aurait son mot à dire, parce que là la voiture ne suivait pas, mais quand on voit ce qu'il arrive à en tirer quand même, moi j'espère que ça. Et sinon, plus sérieusement, au-delà du titre de champion, que je n'imagine malheureusement pas, juste une saison où les pilotes qui n'ont pas eu le droit au bonheur cette année le retrouvent un peu en 2026. Que nous, en tant que spectateurs, on kiffe. C'est ça. Exactement. On passe des bons dimanches avec du poulet frites. Et voilà. Pareil, je trouve qu'on n'en a pas parlé aussi. Et en soi, c'est aussi une attente pour 2026, mais le retour de Bottas et Pérez, quoi. Est-ce parlé de que Cadillac va marquer des points? On espère, franchement, on espère. Bottas, Pérez, c'est des très bons pilotes quand même. Enfin, ils l'ont prouvé à plusieurs reprises. Donc franchement, on espère, quoi. C'est une attente aussi. Est-ce qu'ils vont réussir à performer avec cette nouvelle réglementation? Je pense sur 2026, ça va peut-être être un peu compliqué. Ils partent de loin, ils partent de zéro. Ils repartent de zéro. Donc on verra peut-être plus sur les années prochaines, parce que même là ils sont sur moteur Ferrari, et ils ont annoncé qu'ils vont faire leur moteur à partir de 2028, donc ça va. Il y a aussi ça à prendre en compte. Bon, je crois qu'on arrive à la fin. Donc, j'espère que ce premier épisode de Inside the Track vous aura plu. Je suis toujours preneur de retour, donc n'hésitez pas à prendre des commentaires pour que l'émission s'améliore au fur et à mesure. J'espère que ça vous aura plu à tous. Oui, c'était sympa. Et puis pour ceux qui verront, déjà on est tous passionnés par ce sport, et c'est pourquoi chacun donne son avis, qui n'est pas forcément le vôtre. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, afin que l'on puisse échanger. Et on se retrouve en février sur YouTube pour la prochaine émission. On va sûrement parler des essais hivernaux qui arrivent, et toutes les infos qu'on aura eues. Il y aura eu les livrets, bref, il y aura eu pas mal de matière. Et puis on se retrouve sur TikTok et Instagram chaque semaine. Et puis voilà, et puis à plus.